Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 75 de la saison 3. Bonjour à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré et postnatal. Et puis surtout, je suis maman de 2 petites filles. Bonjour, je m'appelle Ella Marie Aval et j'ai une petite sœur qui s'appelle Jasmine. Et j'ai 3 ans. Et bienvenue dans la matrescence. Au revoir. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. Et puis surtout, partagez sur les réseaux sociaux. J'ai lancé mon site web, vous pouvez aller y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez jamais écoutés. Tout y est clémentinesarlat.com. Et si la sexualité était enfin repensée dans le milieu médical? Et si la gynécologie était enfin dépoussiérée de son patriarcat? C'est ce que la gynécologue obstétricienne Laura Berlingot essaie de faire à travers son livre intitulé « Une sexualité à soi » aux éditions Les Arènes. Je suis ravie de pouvoir recevoir une gynéco dans ce podcast. Laura Berlingot exerce à Paris, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et vous le verrez, dans sa profession, le sexe, c'est un peu tabou. Ce n'est pas une dimension, en tout cas, étudiée dans sa globalité. D'ailleurs, Laura reconnaît avoir découvert pour la première fois le clitoris représenté dans son entièreté en 2016. Dans cet épisode, on parle sexualité et maternité, injonction au désir sexuel, de violence obstétricale, du rôle des hormones pendant la grossesse, mais aussi en postpartum, de ses études de gynéco, mais également de ses propres accouchements qui lui ont fait découvrir la partie physiologique de la naissance. Parce qu'en 2021, il reste encore du chemin pour que les patientes et les patients soient respectés, pour qu'ils et elles puissent vivre leur sexualité dignement. Il reste du chemin parce que les violences subsistent et surtout parce que l'écoute des professionnels n'est pas toujours au rendez-vous. Heureusement, des voix émergent, comme celle de Laura, pour écrire une nouvelle page de la médecine au service des usagers et particulièrement autour de la maternité. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Laura, merci beaucoup de m'accorder du temps dans ta belle promo que tu es en train de faire pour la sortie de ton livre, parce qu'on t'a vu à la télé, on t'a entendu à la radio, donc je suis ravie de t'avoir dans mon podcast. Toi qui connais bien les podcasts. Oui, merci de m'accueillir, je suis très contente, j'aime beaucoup ton podcast. Ah, merci, c'est gentil. Alors tu es maman, tu as 2 enfants. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça a changé pour toi à l'arrivée de tes enfants? Est-ce que tu as eu la sensation de vivre une matrescence? Je pense qu'on évolue tout le temps. Il y a vraiment cette idée de la parentalité. Maintenant, mes enfants, donc, comme tu l'as dit, voilà, j'ai 2 enfants, un garçon de 5 ans et une petite fille de 1 an et demi. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils m'en font découvrir tous les jours. Ça ne s'arrête pas du tout à la grossesse. Il y a vraiment ce truc avec les enfants, c'est assez incroyable. Il y a un truc qui débute au moment où tu envisages de les avoir. En fait, je pense que c'est bien en amont de la grossesse que ça commence, la parentalité. Tu l'envisages, puis tu y adhères plus ou moins, tu les as, il se passe plein de trucs pendant la grossesse, c'est un moment, c'est incroyable. Et après, tu dois refaire avec ça, réorganiser ta vie professionnelle, ta vie amicale, ta vie amoureuse. Donc oui, je pense que la matrescence, moi j'aime bien l'idée de parentalité, de coparentalité, voilà, qu'on est 2 parents, peu importe un homme, une femme, mais en tout cas on est 2 parents dans l'histoire. Et on évolue ensemble pendant très longtemps, je crois, comme ça. C'est intéressant. Mais donc, tu oui, as senti que ça a été, ça a été un tourbillon un peu? Oui, ça a été un tourbillon par rapport à... Enfin, c'est assez particulier, je pense, si on doit vraiment parler de la grossesse, vivre une grossesse quand on est gynécologue obstétricienne, c'est quand même un truc particulier. Je pense que ça m'a... Il y a eu l'avant, donc de vouloir avoir une grossesse. J'ai eu des grossesses qui se sont arrêtées, donc ça s'appelle des fausses couches.
Puis j'ai eu mon fils. Et pendant la grossesse, c'était assez particulier d'avoir quelque part l'impression de tout connaître, parce que c'est mon métier et que j'en avais vu plein. Des grossesses, j'en ai suivi plein. J'ai été présente à pas mal d'accouchements. Et donc, à la fois d'avoir cette impression, enfin voilà, qu'il n'y ait pas trop de mystère pour mon fils. J'avais vraiment ce truc, j'avais pas l'impression que c'était un mystère, la grossesse. Et ça m'a beaucoup aidé à le vivre, en fait, ce truc de savoir plein de choses, d'imaginer comment était mon placenta, comment était positionné mon bébé, comment il grandissait, de le voir un petit peu l'échographie, de tout comprendre et tout, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est pour ça que j'aime bien cette histoire de réappropriation des savoirs, de transmission. Je pense que c'est, enfin voilà, c'est important on dit beaucoup, hein, le savoir c'est le pouvoir. Je pense que c'est ce que tu fais beaucoup avec ton podcast, cette idée d'être informé en amont de comment ça peut se passer, pour avoir plus d'armes, pour vivre les événements. Et du coup, pendant ma grossesse, ça m'a beaucoup aidé. Mais par contre, le postpartum, je n'étais pas du tout prête. Il s'est passé plein de trucs. Et là, pour le coup, mon métier ne m'aidait plus trop parce que je ne suis pas donc le pédiatre. Mon fils a été un petit peu... il a eu des complications à la naissance. Et enfin, dans ses 3 premiers mois de vie, quoi, qui n'ont pas été simples à gérer. Et qui ont généré beaucoup, beaucoup d'angoisse chez moi. Là, j'avais l'impression de plus du tout avoir le mode d'emploi. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et bon, ben, voilà, on devient mère, hein, je pense, on devient parent. Et ça a été une construction sur le temps long. Et je pense que, voilà, je disais tout à l'heure, je pense que ça l'est toujours. Pourquoi est-ce que tu as voulu devenir gynéco ? Alors, quand on me pose cette question, il y a toujours une... je ne vais pas refaire l'histoire, c'est parce que quand on parle a posteriori comme ça, tu peux te faire une jolie histoire. Je suis devenue gynéco pour des raisons très pragmatiques, hein, je pense. J'étais étudiante en médecine. J'avais plein de choses qui me plaisaient. Il y avait plein de choses qui me plaisaient pas. J'aimais beaucoup la chirurgie, j'aimais la médecine, j'aimais l'idée de suivre les personnes d'un moment A à un moment B. Enfin, c'est sur le long terme. J'aimais, enfin en fait, et j'aime toujours, hein, comme la gynécologie obstétrique, c'est une spécialité hyper complète, hyper vaste, et voilà, qui s'intéresse à des enjeux qui peuvent être à la fois ressentis comme vraiment intimes, enfin, l'entrée dans l'adolescence, les premiers rapports, la grossesse, l'accouchement, plus tard, enfin voilà, la ménopause, voilà, en tout cas à l'époque, c'est un truc qui me parlait vraiment. Et au fur et à mesure, là-dessus, est venu se greffer un engagement plus féministe, plus théorique, je dirais. Avant, c'était plutôt les choses que je ressentais, avec cette idée. Enfin, moi, j'avais un féminisme très pratique, un peu en mode, voilà, moi, je suis fille unique, par exemple. Je n'ai pas de frère ni sœur. Je n'ai pas été élevée en comparaison avec un garçon ou quoi que ce soit. Où j'avais un peu cette idée que le genre n'était pas un problème pour moi et que j'avançais comme ça. Enfin, voilà, que c'était pas un souci. Et puis après, plus tard, quand... notamment la maternité, la parentalité, les questions professionnelles, etc., m'ont fait me poser d'autres questions. Je me suis rendu compte que j'étais réellement une femme et que je pouvais avoir plein de particularités, de difficultés et de joies aussi en rapport avec ça. Et du coup, quand tout ça est venu se greffer à mon métier, ça a donné une consistance d'autant plus intéressante, je pense, pour moi. Il y a eu voilà, une volonté de s'engager, alors initialement pour les femmes et maintenant je pense pour les minorités sexuelles et de genre aussi, avec cette idée que la gynécologie obstétrique, ça ne devrait pas non plus concerner que les femmes, mais toutes les personnes qui ont besoin de soutien à la santé sexuelle et reproductive, on va dire. Donc c'était pas une vocation depuis petite d'être gynéco, tu l'as choisi sur le chemin de tes études, quoi, en gros. Et est-ce que, en revanche, t'intéresser à la sexualité, c'était une vocation ou même non, même dispositif? Ouais, moi je pense que je suis pas très vocation comme fille. Je sais pas si on est déterminé. Enfin voilà, je crois très peu au déterminisme, choses qui paraissent évidentes. Je pense on avance dans la vie, qu'il y a plein de choix qui s'offrent à nous, qu'il y a des moments où on les prend pas. Même médecine, hein, c'était pas une vocation. Ça a été un choix assez rationnel. J'étais bonne à l'école. Spontanément, j'étais beaucoup plus, je pense,
littéraire. Enfin, j'aurais bien aimé. Enfin, et j'aime toujours, d'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai écrit un livre, je pense. J'aimais bien lire, j'aimais bien écrire. Spontanément, je pense que j'aurais été plutôt vers un truc littéraire. Et puis, mais il y avait une dimension un peu romanesque, je trouve, à la médecine. Enfin, tu vois, moi, quand j'avais 17 ans, je me voyais. Mes parents sont pas du tout médecins. J'avais personne dans ma famille qui était médecin et j'avais une idée vraiment Dr. Queen, quoi, tu vois, ou l'humanitaire. À l'époque, on parlait beaucoup de Médecins sans frontières, Médecins du monde. Kouchner, j'étais fan de lui. Bernard Kouchner, hein, donc du coup, voilà, on parle beaucoup de Camille en ce moment, mais voilà, Bernard Kouchner, le fondateur de MSF, je me disais, mais c'est formidable. Je me voyais vraiment aller sauver la veuve et l'orphelin, tu vois, faire de l'humanitaire. Et il y avait un truc très romanesque à la médecine. Et en fait, quand je suis arrivée en médecine, je me suis pris le contre-coup de ça. En fait, les études de médecine, alors j'ai fait mes études à Nice, c'était pas du tout romanesque. C'était genre d'apprendre des trucs par cœur à l'infini, de passer des heures et des heures dans des polycopiés, à faire des QCM et j'ai détesté. Enfin, ma première partie de mes études de médecine, j'ai absolument détesté. Je me suis beaucoup remis en question, j'ai beaucoup failli arrêter. Et quelque part, arriver interne de gynécologie obstétrique à Paris, ça a été une renaissance, quoi. Ça m'a sauvé la vie, pour plein de raisons, mais et notamment, enfin, la découverte de la spécialité et de la manière de l'exercer. En fait, c'était enfin ça que je voulais faire. C'était pas prendre des polis par cœur. C'était être au contact des gens qui m'apprennent et des gens à qui je transmets des choses et des patientes. Et donc voilà. Donc non, pas de vocation, quelque chose de romantisé, je pense, enfin, voilà, où je m'étais fait une image qui a pas franchement correspondu, du moins initialement, et qui, avec le temps, enfin voilà, parce que je pense que, comme je te disais, c'est une question de choix et que je fais des choix aussi euh, pour, euh, pour être en conformité avec ce que je pense, et notamment mon ta question, c'est celle de la sexualité. Euh, et du coup, c'est vrai que ce que je dis beaucoup dans mon livre, c'est que dans la sexualité, pour moi, ça s'arrête pas du tout au sexe et au rapport sexuel, mais voilà, enfin, parler de parentalité, de violence, de santé, de plein de choses. En fait, quand tu rattaches plein de choses à la sexualité, bah, du coup, c'est plus trop une histoire voilà, c'est quelque chose, enfin, si on peut parler d'intimité au sens large, je pense que c'est des choses qui nous concernent tous et toutes. Et du coup, comme j'étais particulièrement, enfin, euh, sensible à ces sujets, on m'en parle beaucoup. Enfin, tu vois, en consultation, c'est vraiment le truc. Quand tu es gynécologue obstétricienne, on te parle beaucoup de tous ces moments qui relèvent plutôt enfin, ce qu'on appelle habituellement de l'intimité. Et à un moment, ça, plus un engagement un peu plus féministe et théorique, les deux se sont croisés. Et du coup, enfin, voilà, c'est pas tellement une question de vocation, mais une question plus de planètes qui s'alignent et de deux points d'intérêt qui viennent en collision et qui du coup créent quelque chose de. En tout cas, chez moi, il y a eu une sorte de résolution. Enfin, c'est tout allé ensemble, quoi. J'ai mis en accord, je pense, mon travail, mes valeurs, ma manière de réfléchir, ma manière de voir le monde, quoi. Donc, ça a été un très beau moment, en tout cas, pour moi, de tout se mettre un petit peu en accord après des années de difficultés et d'errance dans mon travail et ma manière de concilier ma vie enfin ma vie plus privée, on va dire, et mon travail, quoi. Est-ce que la sexualité, c'est un thème qui est beaucoup abordé dans vos études ou c'est une fois que tu es en pratique que ça se met en place? Mais non, c'est pas du tout, je sais pas, j'ai presque envie de dire que ce n'est pas du tout abordé, en fait. C'est excessif de dire ça, mais c'est très peu abordé, et c'est abordé vraiment d'un point de vue purement médical, scientifique, alors que l'idée même, enfin, de la sexualité, en tout cas moi comment je le vois aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose d'éminemment social. Enfin, voilà, la sexualité, c'est pas enfin, j'ai l'impression qu'on reste sur un truc où on apprend la sexualité et la reproduction sous l'angle de l'ovocyte et du spermatozoïde, tu vois. C'est quand même super limité comme manière de voir les choses. Et non, j'ai pas l'impression que ce soit en formation initiale, donc vraiment quand on est tout jeune étudiant ou même pendant qu'on est interne de gynéco ou d'autres choses. Parce que, en fait, moi, je suis gynécologue obstétricienne, il y a plein de gens qui sont proches enfin, qui devraient pouvoir parler de sexualité avec leurs patients et leurs patientes. Et je parle notamment aux médecins généralistes, enfin, qui se font quand même partie. Enfin, voilà, c'est la moitié des médecins sont médecins généralistes. Et je sais que eux non plus, hein, ils ont très, très peu de formation à ça. Et donc, quand il y a une formation, elle est vraiment axée
Sur le côté voilà, reproduction, éventuellement pathologie, la ménopause par exemple, on nous enseigne que sur le versant de la pathologie, c'est une catégorie médicale. La ménopause, c'est un manque d'hormones, ça fait ça comme signe clinique pour le soigner. Enfin, tu vois, voilà, c'est forcément une pathologie, donc pour soigner ça, on va éventuellement prendre des hormones. Et, euh, et en fait, je trouve que ouais, c'est une manière très réductrice de voir ça. Et il y a des choses qui bougent. Enfin, on est en train de, enfin, parce que je suis pas la seule à dire ça et qu'il y a plusieurs personnes qui se mobilisent là-dessus. Mais il faut que, c'est absolument, je pense que c'est indispensable qu'on fasse bouger la formation des soignants là-dessus, parce que il y a aussi cette idée que si nous, on ne peut pas en parler de manière libérée, c'est difficile aussi pour les gens, enfin, en population générale, on va dire. Même si c'est un truc que je dis beaucoup dans le livre, que la sexualité, ça peut concerner tout le monde, que tout le monde est concerné, enfin voilà, que chacun peut s'emparer du sujet et en parler, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir la légitimité du diplôme, enfin voilà, d'être prof ou d'être soignant ou pour pouvoir parler de ça, c'est sûr. Il n'empêche que quand les gens, ils ont des questions un petit peu spécifiques et qu'ils veulent parler de sujets en particulier, s'ils peuvent pas s'adresser à nous, si déjà pour nous c'est tabou, si pour nous c'est inconnu, si on n'arrive pas à nous-mêmes déconstruire un petit peu tous nos a priori et nos préjugés dans le domaine de la sexualité, alors on va pas aller très loin dans le travail qu'on peut faire avec les gens. Donc oui, je pense que c'est très important que ce soit un sujet qui à la fois infuse plus dans la société. Et comme je le dis toujours, hein, de toute façon, la médecine et la médecine au sens très large du terme, et les soignants, les soignantes vivent dans la société dans laquelle ils évoluent. Il y a cette idée parfois qu'on nous apprend un peu en médecine, hein, où on serait un peu à part et qu'on aurait des manières d'être et de faire qui seraient qui existerait en soi et pour soi, tu vois, enfin, genre tout le monde on soigne tout le monde pareil, machin, pas du tout, enfin tout ce qui fait système dans la société, tout ce qui peut être du sexisme, du racisme, du validisme, etc., ne s'arrête pas à la porte du cabinet. Donc à la fois ça a des côtés négatifs, c'est-à-dire qu'on est empreint de tout ça quand on est en consultation avec quelqu'un, mais à la fois les côtés positifs, c'est qu'on est aussi perméable à tout ce qui se passe dans la société, et que tous ces choses, ces lignes qui sont en train de bouger autour de la sexualité, je pense que ça nous impacte nous aussi, et qu'il y a plein de gens qui sont en train de se saisir du sujet, qui se disent bah on va bouger les choses, quoi. Il y a un passage dans ton livre qui m'a fait rire, mais aussi un peu peur, il faut être honnête, parce que tu admets avoir découvert le clitoris dans son entièreté en 2016. Donc en 2016, clairement, tu étais déjà obstétricienne, j'imagine. Ouais. Comment ça se fait ? Alors, t'es pas la seule à me dire ça. Il y a toujours, c'est un petit peu provocateur cette idée de dire que j'ai découvert le clitoris en 2016. Je pense qu'en 2016, il y a eu un truc, et c'est exactement dans ce que je viens de dire, c'est que là, je me positionne pas en tant que médecin quand je dis ça, c'est que je suis médecin, mais je suis aussi une femme qui fait partie de notre société. Et en fait, en 2016, il y a eu le clitoris 3D par Odile Philo. Et dans le même temps, en fait, en 2016, il y a eu plein de choses de représentation du clitoris. Donc le clitoris 3D, les vidéos d'Odile Buisson. Donc, ce sont deux chercheuses indépendantes, hein, donc une qui a fait un clitoris en 3D et l'autre qui a fait des vidéos où en fait on voit le clitoris au repos, en action, quand il y a une pénétration. Et en fait, de voir ces représentations-là et faites comme ça, et non pas dans un manuel de médecine où dans les manuels c'était incomplet, je trouvais. Enfin, j'avais un souvenir que c'était incomplet. Alors, je savais qu'il y avait des branches à l'intérieur, mais c'était quelque chose d'assez, théorique, et que j'arrivais pas à bien me représenter. Vraiment, j'arrivais pas bien à le voir, et parce que c'était pas clair avec les piliers, les corps, enfin, je sais pas, c'était pas clair, et c'était beaucoup moins, enfin, dans mon souvenir, c'était beaucoup moins bien décrit que le pénis, par exemple. Je me rappelle très bien des dessins du pénis, je me rappelle très mal des dessins du clitoris. Est-ce qu'on y a passé moins de temps ? J'ai beaucoup de mal à... J'ai cherché mes cours d'anatomie de deuxième année, je les ai pas retrouvés. Et du coup, j'ai beaucoup de mal je sais pas exactement pourquoi est-ce que c'était moins précis comme ça dans ma tête. Mais en tant que femme, quand j'ai vu vraiment ces représentations dans l'espace public, enfin vraiment dans les journaux, puis après ça a été étalé sur les murs, enfin il y a eu vraiment un truc de réappropriation très forte par plein de gens qui ont commencé à placarder ça sur les murs. Et je me rappelle de la campagne d'Oser le féminisme où elle placardait des clitoris sur les murs, où les gens ils passaient à côté, ils disaient c'est quoi, c'est des poumons. Et en fait voilà, nous aussi on faisait partie de ça, et c'est la première fois où c'était moins
Oui, alors que je te dis ça, mais en 2016, j'avais déjà assisté, par exemple, à des opérations de reconstruction clitoridienne pour les femmes qui ont subi des mutations génitales féminines, donc ou de l'excision. Et donc, j'avais déjà vu des trucs où ils allaient chercher, donc, où tu t'ouvres un petit peu au niveau du gland du clitoris, tu vas chercher les fibres à l'intérieur, tu les remets à l'extérieur, etc. Donc, je voyais à peu près, mais par contre, ouais, cette représentation aussi claire, cette espèce de truc limpide, il est arrivé, non pas dans mes études médicales, mais dans ma vie de femme. Bon, comme quoi. Hein. Mais voilà, je pense que c'est important de souligner que c'est pas pour. En fait, même si je cherche, tu vois, la raison, et j'ai pas d'exemple. Il y en a qui diront, bah, peut-être que j'étais pas assez attentive à mes cours d'anatomie, mais n'empêche que un cœur et un cerveau, je voyais très très bien comment c'était fait. Donc, il y a quand même un truc de la transmission des savoirs. Elle se fait. Il y a plein de, il y a vraiment ce qui est appris où tu dis, bah voilà, peut-être que si je reprends un dessin, une planche d'anatomie de ma deuxième année de médecine, bah en fait, il était présent. Mais il y a aussi ce qu'on en retire et ce qu'on se souvient et c'est pas pour rien. Enfin, tous ces trucs non dits. Enfin, comment est-ce que c'est présenté? Est-ce que c'est présenté comme important? Est-ce que c'est mis en valeur en fait? Est-ce que on nous a dit quand on était étudiant en médecine que dans la sexualité des personnes qui ont un clitoris, le clitoris c'est hyper important, que voilà, c'est que les rapports avec les autres organes c'est comme ci ou c'est comme ça. Je pense que c'est plutôt là-dessus, en fait, que c'est pas tellement les connaissances réelles et théoriques, mais c'est surtout la manière de les transmettre, où clairement, je pense que c'était pas ça l'enjeu. Je t'ai posé la question s'il y avait eu vous aviez abordé dans vos études la sexualité, et tu disais que pas assez en tout cas, ou de manière un peu trop anatomique, on va dire. Ouais. Alors, est-ce que c'est vraiment le sujet que je voulais aborder avec toi, c'était la maternité et la sexualité. Est-ce que quand vous étudiez toute cette partie de devenir mère, ou en tout cas après l'accouchement, vous étudiez aussi la reprise de la sexualité? Je vais rester, ça se fait assez critique tout ça, mais assez peu, ouais. Je vais pas dire que ça n'existe pas, mais je me revois en fait apprendre ce qu'on appelle. Il y a une consultation, donc en fait pendant toute la grossesse, les grossesses sont très suivies. Il y a une consultation une fois par mois. Il y a vraiment cette idée que le corps des femmes pendant la grossesse, c'est un corps auquel on fait attention. D'un point de vue, je pense, assez normatif, on fait attention à la prise de poids, on fait attention à des choses au fait que le bébé grandisse, voilà. D'un point de vue médical, quand tu es enceinte, tu te sens hyper suivie. Il y a ce contrôle tous les mois et très souvent, c'est pendant le suivi de la grossesse, moi, j'ai jamais entendu parler dans mon apprentissage, j'ai jamais entendu parler de sexualité pendant la grossesse. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, alors, si les patientes m'en parlent, parce que comme je pense que, j'ouvre assez le sujet facilement là-dessus, si elles m'en parlent, on en parle, mais c'est pas du tout quelque chose qui est systématique. Quand on apprend la médecine, on apprend beaucoup de choses systématiques. Donc, comme je disais, le poids, la taille, la tension artérielle, les signes physiques, donc est-ce que le bébé bouge, est-ce que tu as des saignements, est-ce que tu as des pertes de liquide. Enfin, il y a l'espèce de questions obligatoires et à aucun moment on dit dans les questions obligatoires, et alors le moral, comment ça va, et avec votre partenaire ça se passe bien, et la sexualité c'est comment. C'est quelque chose dont on parle très peu pendant le suivi de la grossesse. Et ensuite, encore moins, parce que donc après l'accouchement, il y a ce qu'on appelle la consultation du postpartum. Donc c'est une consultation qui a lieu à peu près 6 semaines, 8 semaines après l'accouchement, qui est faite parfois, alors moi je travaille à l'hôpital, donc c'est parfois à l'hôpital, mais pas toujours, parce que c'est vrai que c'est difficile à l'hôpital, ça ferait beaucoup de consultations si on revoyait toutes les. Donc moi, je vois essentiellement les femmes qui ont eu des complications au moment de leur accouchement ou pendant leur grossesse. Mais du coup, la plupart du temps, cette consultation, elle est faite en ville avec une sage-femme, un médecin généraliste, un gynécologue, obstétricien ou pas. Et à cette consultation-là, moi, je me rappelle quand j'ai appris cette consultation-là, il y avait en gros 5 questions à demander tout le temps. C'était l'allaitement, la contraception, les fuites urinaires, le moral et la reprise de la sexualité. Et en fait, c'est hyper paradoxal, en fait, ce truc de la reprise de la sexualité, parce que pourquoi on demande ça et qu'est-ce qu'on en fait? Si tu le demandes une fois comme ça à 6 semaines, 6 semaines, c'est tôt. Hein. Ça, c'est genre, alors du coup, est-ce que la sexualité, ça a repris ou pas? Qu'est-ce que tu attends de cette réponse? Moi, je me rappelle pas qu'on m'ait dit, qu'est-ce qu'on en fait? Et
demander à quelqu'un 6 semaines après l'accouchement, est-ce que vous avez repris une sexualité? Si la réponse le t'attend, et moi je trouve que quand tu fais une liste comme ça de 5 questions, si la réponse le t'attend, c'est oui, non, et on s'arrête là, je vois pas trop l'intérêt de poser cette question. Parce que oui, et pourquoi? Non, et pourquoi? Et qu'est-ce que ça veut dire pour la personne? Est-ce qu'elle en a envie? Et j'ai l'impression enfin, moi, je le demande plus de cette manière-là, parce que je trouve ça un peu, en tant que femme, ça m'adresse un petit peu, cette idée de me dire, c'est un peu un check-up, tu vois, tu sais, genre, j'espère que tu as une contraception et j'espère que tu as repris une sexualité, parce que si tu l'as pas reprise, il y a un moment, ça va plus aller avec ton mec qui va aller voir ailleurs. Ouais. Et il y a un truc que je trouve super violent. Alors, probablement, et je dis ça, enfin, vraiment, ça, je dis tout le temps, je suis pas la gynéco parfaite et c'est juste que j'essaye de réfléchir à ça et j'essaye de me dire, comment est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir le sujet, d'en parler, sans en faire une injonction non plus, sans en faire un espèce de truc, une case à remplir, de dire, il faut avoir, à 6 semaines, t'es censé, alors déjà, t'es censé, parce que toutes ces questions-là, enfin moi je les trouve un peu orientées, quoi. T'es censé allaiter, t'es censé prendre une contraception parce qu'il faut surtout pas tomber enceinte après une grossesse, et t'es censé avoir repris des rapports sexuels. Et si t'as des fuites urinaires, va chez le kiné. Je trouve que je sais pas, c'est dur. Moi, ça c'est vraiment, on parlait tout à l'heure de l'effet des grossesses, hein, alors je pense pas qu'il faille absolument être concerné pour pouvoir parler d'un sujet, et je pense pas que ça fasse tout. C'est pas parce qu'on est concerné par un sujet qu'on est meilleur, mais n'empêche que moi, en tant que femme qui a vécu des grossesses et des postpartum, ça m'a hyper agressée, cette idée de que à tel moment il faut faire ça. Et ce que je dis toujours, c'est que c'est dans un sens ou dans l'autre, en fait. Pour certaines personnes, la reconquête d'une sexualité, c'est hyper important, hyper tôt. Et quand je dis une sexualité, c'est pas forcément une sexualité pénétrative, enfin, parce que très souvent, pour plein de raisons, juste après l'accouchement, c'est compliqué, physiquement. Vraiment, il y a cette idée qu'il y en a qui auront des déchirures, alors des épisions, il y en a de moins en moins, Dieu merci, mais voilà, il y en a qui auront des épisiotomies, il y en a qui auront des déchirures, il y en a qui auront des fuites, il y en a qui vont avoir des chutes d'hormones, qui vont être pas du tout lubrifiées, qui vont avoir mal. Et tout ça, enfin voilà, ça, il faut le prendre en compte. Mais pour certaines personnes, reconquérir un espace, il y a certaines personnes qui, au bout de 9 mois de grossesse, ont l'impression d'avoir été un incubateur à bébé et qui en ont marre, en fait, qui ont envie de ne plus avoir d'avoir leur propre corps, et que avoir à nouveau des rapports sexuels au sens large du terme, pas forcément pénétratif, mais voilà, des caresses, de l'intimité avec quelqu'un, ça va être hyper important, parce que ça va être un moment de je me retrouve moi, et j'ai envie de faire ça, et c'est super, il faut y aller, enfin, faut pas hésiter. Mais pour d'autres personnes, il y a certaines qui décrivent très bien une espèce de soit de fusion avec leur bébé, où elles n'ont pas du tout besoin d'affection ailleurs, où elles sont dans une espèce de bulle, où elles se sentent pleines je sais pas, complète, avec ce tout bébé contre elles, et c'est super de vivre ça aussi. Et puis d'autres personnes qui diront, mais en fait, genre, je passe ma journée, ça dépend des conditions matérielles de vie aussi, quoi. Je passe ma journée seule avec mon bébé, à changer des couches, à faire à manger, à essayer de me doucher pendant la sieste qui dure une demi-heure, et le reste du temps je l'ai sur moi, et il ne veut pas dormir sans être en portage. Ben en fait, juste, ça m'intéresse pas là. Enfin, la sexualité, genre, c'est pas, en ce moment, c'est pas ça. C'est pas ça que je peux vivre, c'est pas ça que je peux faire physiquement, moralement, j'y suis pas. Et c'est à respecter aussi. Mais du coup, je pense que, enfin voilà, l'idée ici aussi, c'est de pouvoir ouvrir la parole, et que ce soit en tant que médecin ou dans le couple ou avec les amis, de dire, essayer de comprendre un peu de manière individualisée ce qui se joue à ce moment-là, parce qu'il y a plein de choses différentes qui peuvent se jouer, et qui dépendent de tellement de facteurs qu'on peut pas appliquer une espèce de grille et de checklist de la sexualité. C'est OK. Pareil, pendant la grossesse, chaque femme vit différemment sa sexualité pendant la grossesse. Est-ce que tu peux nous expliquer aussi le rôle des hormones ? Parce que je pense qu'en fonction du trimestre, de la période où on est, on a plus ou moins d'hormones qui donnent plus ou moins envie ou non. Il y a des femmes, je crois, qui ont tout le temps envie pendant la grossesse, d'autres qui pas du tout. Ça aussi, il y a des normes, ou il y en a pas du tout par rapport à la grossesse ? Tu vois, c'est intéressant ce que tu as dit, parce que tu dis donc par rapport au trimestre et par rapport aux femmes. Et en fait, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire que les hormones, oui, il y a un effet des hormones, mais le problème, c'est qu'on réagit toutes extrêmement différemment aux hormones. Et du coup, il n'y a pas de... Et de la même manière, c'est un exemple assez facile, c'est la pilule. Avec une même pilule, il y a des gens qui vont pas du tout avoir de libido, il y en a qui vont être au plafond, il y en a qui vont avoir de l'acné, il y en a qui vont prendre 10 kilos, il y en a qui vont en perdre 5.
Et du coup, ce truc des hormones, à la fois, ça peut expliquer des choses. Il faut pas. Enfin voilà, moi, c'est un truc que je dis souvent, c'est que je nie pas du tout la biologie et que oui, enfin voilà, on sait qu'il y a des trimestres, notamment au premier trimestre, les bêta-HCG, ça a tendance à créer, par exemple, des nausées, des vomissements. Il y a plein de personnes à qui ça fait pas ça. Il y en a qui seront malades, qui vont vomir pendant 3 mois et enfin, elles seront extrêmement fatiguées, ce sera très difficile, etc. Il y en a qui vont pas s'en rendre compte. Et d'ailleurs, ça fait aussi, enfin voilà, des personnes qui ne se rendent pas compte qu'elles sont enceintes aussi parce qu'elles ont vraiment zéro signe. Et c'est possible. Alors qu'il y a aussi une sécrétion de bêta-HCG. Pendant la grossesse, il y a beaucoup d'œstrogène et de progestérone. On dit beaucoup que la progestérone, ça fait un peu planer les femmes. Avant, il y a très longtemps, on donnait de la progestérone aux femmes pour les calmer. Parce que c'est ce petit regard. Ouais, non, c'est parce que c'est une hormone qui est réputée pour, enfin voilà, être. Et donc, il y a certaines femmes enceintes qui disent, avec ce grand préjugé là sur la grossesse des femmes enceintes qui perdent leurs neurones, qui réfléchissent plus aussi bien, qui oublient tout, qui mettent le téléphone dans le frigo. Et ça arrive à certaines personnes qui le disent. Ils disent, mais en fait, moi pendant la grossesse, j'ai l'impression d'avoir vécu au-dessus. J'étais satellitée pendant 9 mois, alors souvent 6 mois, parce que c'est souvent après le premier trimestre, ce truc d'être sur une espèce de peloton, de nuages, de pas trop capter ce qui se passe autour, etc. Donc ça peut être l'effet des hormones, mais après, même entre 2 grossesses, par exemple, des femmes qui ont vécu 3, 4, 5 grossesses, parfois, c'est rigolo, parce qu'elles disent vraiment, par exemple, arriver à la 3e, oh là là, mais ça n'a rien à voir, j'ai jamais été comme ça, pour une raison ou pour une autre, mais parce qu'il y a l'effet des hormones, mais aussi avant tout l'effet de notre vie réelle. Et par exemple, beaucoup de femmes qui ont vécu 2 grossesses, elles savent très bien que la première et la deuxième, c'est pas pareil, parce que la première, on est seul, on s'occupe que de nous. Et la deuxième, en fait, on a un enfant déjà, qui est donc plus ou moins petit, mais quand même régulièrement assez petit, qui demande beaucoup d'attention, qui lui-même sait qu'il y a un autre bébé qui va arriver. Et du coup, le vécu de la deuxième grossesse, souvent, il est différent. Bref, tout ça pour dire que dans les hormones, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement, oui, il y a des changements hormonaux. Globalement, il y a une augmentation de l'oestrogène et de la progestérone pendant la grossesse. Il y a une baisse en postpartum. Et pour les personnes qui allaitent, il y a une augmentation de l'ocytocine et de la prolactine, qui sont plutôt des hormones du bien. C'est pareil, du bien-être un petit peu, où ça fait un peu planer. Ça peut faire un peu planer ce truc d'avoir des décharges assez fortes pendant l'allaitement, etc. Mais ça dépend aussi beaucoup de la vie par ailleurs, et il y a plein de personnes à qui ça ne fait pas ça. Il y en a qui, pendant la grossesse, au niveau de la libido, faut avoir une libido explosive, et d'autres non pas du tout. Et au-delà des hormones, ça dépend aussi de comment est-ce que sa partenaire réagit à la grossesse aussi. Si on a un partenaire qui a peur de tout, pour qui on est devenu une espèce d'icône qu'il ne faut pas toucher, ça va être compliqué. Voilà, faut toujours replacer dans le contexte. C'est juste que, en gros, la libido, elle peut... Moi, personnellement, j'ai senti que ça a beaucoup varié pendant ma grossesse, contrairement à ma vie habituelle. Que j'avais... Et donc ça, c'est moi, mon corps qui réagit différemment aux hormones. Donc c'est ça que tu dis, c'est que chaque grossesse, c'est en plus encore plus compliqué, parce que ça veut dire qu'à chaque grossesse, notre corps il va réagir différemment aux hormones qu'on sécrète. Parce que les hormones, c'est pas en soi. C'est pas un truc en soi. Tu peux dire, je prends ça comme... Enfin, je prends telle dose d'hormones et du coup, ça provoque ça chez moi. Parce que le réglage des hormones, mais toutes les hormones, c'est pas que les hormones sexuelles, mais les hormones thyroïdiennes, les hormones du stress, etc. Toutes les hormones, en fait, dans le corps, elles se régulent de manière très, très fine. Et c'est pas une dose égale un effet. Ça a un effet, mais c'est un effet extrêmement variable selon comment on est physiquement à ce moment-là et selon tout ce qui se passe autour de nous, tout le contexte dans lequel on évolue. Du coup, il n'y a pas du tout de règles. Et donc, il n'y a pas de normes. Ce que tu disais. Donc, c'est ça, il n'y a pas de normes. Non, mais c'est intéressant de dire, c'est que la sexualité pendant la maternité ne peut pas rentrer dans des cases. Non. C'est impossible. Non. Comme ça, c'est un peu... Je pense que ce que je répète et je rabâche pendant tout mon livre, c'est que non, la sexualité ne peut pas rentrer dans des... Enfin, oui, ça rentre dans des normes au sens où il y a des normes dans la société, mais elle ne peut pas rentrer dans des cases, et il n'y a rien il faudrait être comme ci ou il faudrait être comme ça pour avoir une sexualité heureuse, pour avoir une grossesse heureuse, ou pour je ne sais quoi. En fait, non, c'est toujours une question
de sensibilité au moment où ça se passe et de contexte dans lequel on évolue et de relation avec les autres, quoi. Qu'est-ce que tu dis à une jeune maman que tu vois en postpartum? Je lui demande si elle va bien parce que on a souvent tendance à axer le postpartum sur le bébé. Voilà, je disais tout à l'heure que pendant la grossesse, on est très très suivi, puis après on est un peu livré à soi-même avec cette fameuse consultation, alors que le bébé, il faut qu'il soit, toutes les pédiatres, il faut qu'il soit tous les mois chez le pédiatre pendant des années, quoi. Enfin, un truc, bref. Donc déjà, je lui demande si elle va bien, comment elle vit sa nouvelle maternité, et après, j'essaye d'adapter à ce qu'elle me dit et ce qui est important pour elle, parce que voilà, ce que je disais tout à l'heure, pour certaines personnes. Enfin voilà, j'essaye d'ouvrir la discussion et la parole enfin, qu'est-ce qu'elle est en train de mettre dans sa maternité, quelles sont elle ses propres représentations, ses attentes, ses angoisses. C'est hyper angoissant. Enfin, je pense que c'est très difficile quand même d'être jeune parent dans la société dans laquelle on vit. Il y a beaucoup d'injonctions contradictoires, qu'on attend beaucoup de nous, qu'on attend beaucoup des mères, qu'on attend beaucoup qu'elles soient des super mamans, mais qu'elles reprennent vite le travail et qu'elles reçoivent leurs amis et qu'elles fassent à manger pour tout le monde et qu'elles continuent leur vie d'avant et en même temps qu'elles soient des bonnes amantes au lit avec leurs partenaires. Bref, je pense que, enfin voilà, il y a quand même un truc où on se met beaucoup de pression à la naissance d'un enfant, où on veut être un peu, enfin en tout cas, moi je l'ai vécu comme ça et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent comme ça, où on se met beaucoup de pression, on passe on a une ou deux casquettes à on a 50 casquettes différentes et toute la journée on est en train de jongler avec toutes enfin voilà, nos identités, enfin on devient mère en même temps qu'on reste tout le reste. Et parfois, c'est difficile d'être à la fois femme, à la fois mère, à la fois personne qui travaille, à la fois amie. Enfin, il y a plein de choses à la fois qui viennent un peu entrer parfois en contradiction. Et du coup, ouais, quand je vois une jeune mère, j'essaye de comprendre, elle, ce qu'elle est en train de vivre, qu'est-ce qui est sa priorité au moment, en tant que professionnelle de santé, pourquoi est-ce qu'elle vient me voir, qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle voudrait savoir, parce qu'en fait, on a plein de... Parfois, si c'est juste après l'accouchement, il y a encore des questions. Moi, je pense que c'est très important de pouvoir poser toutes les questions qu'on avait sur ce qui s'est passé pendant la grossesse et l'accouchement. Il y a parfois des choses qu'on n'a pas compris au moment où ça s'est passé parce que ça allait vite, parce que c'était stressant, parce qu'il y a quand même cet enjeu qu'il y a un bébé qui va naître et que c'est ce que veut tout le monde, hein, que bien sûr avoir un enfant qui va bien, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi avoir une mère qui va bien. Et donc, du coup, enfin, souvent de débriefer un petit peu toute cette période-là, de débriefer bien l'accouchement, ce qui s'est passé, de voir là ce qui est important pour elle, si elle a eu... c'est pas la même chose si on a eu une césarienne ou une déchirure ou un accouchement physiologique à la maison sans péri avec rien du tout. Enfin, donc voir là à ce moment-là qu'est-ce qui est important pour elle. Est-ce que si elle a des questions sur la cicatrisation de son périnée, est-ce que ça sera à nouveau normal un jour. Enfin, c'est un truc dont on parle beaucoup. Moi, enfin voilà, un des petits conseils que c'est pas trop un livre de conseils, hein, mais euh, c'est plus un livre enfin voilà, pour soulever des questions. Mais là, en l'occurrence, je pense que enfin, c'est des petits conseils que je donne après l'accouchement parce que c'est des choses que je vois beaucoup les mêmes questions et la question de est-ce que je serai comme avant un jour. C'est un truc qui revient beaucoup en consultation. Cette idée de voilà d'avoir eu une déchirure ou d'avoir des fuites urinaires, d'avoir un peu du mal à retrouver, enfin voilà, son sexe comme il était avant, son périnée. Et c'est une angoisse hein, qui est très présente. Et moi, je leur dis, enfin, un petit conseil que je donne, c'est de se regarder, de prendre un miroir et de regarder quoi, de dire mais en fait c'est pas si terrible du tout. Et ça, je le dis assez vite, quoi. Dès qu'on rentre à la maison, je pense que c'est un truc qui est bien de prendre un miroir et de regarder l'évolution de ses cicatrices, par exemple, parce que le vagin et la vulve, c'est super bien, en fait, c'est super bien fait. Et ça cicatrise super bien, et de voir ça évoluer en quelques jours, en quelques semaines, enfin, c'est vraiment impressionnant. Et de voilà, se réapproprier un petit peu cette zone, c'est un truc que je dis beaucoup. Je sais pas, qu'est-ce que je conseille d'autre? D'essayer de prendre du temps pour soi, c'est pas facile. Parce qu'il faut avoir les moyens dans le sens où il faut avoir du soutien, il faut avoir un coparent qui est là. Hein, c'est pour ça que faut avoir du soutien. Enfin, il faut avoir. C'est bien d'avoir du soutien familial, d'avoir du soutien des amis, de pouvoir avoir des relais un petit peu de temps en temps, parce que je pense qu'il n'y a rien de pire hein, d'être seule toute la journée face à son bébé.
c'est à la fois une période qui peut être très très belle, mais très très difficile et très source d'angoisse, quoi, d'avoir personne avec qui partager ça, d'avoir personne qui sait parler. Un bébé, ça ne parle pas, ça ne communique pas. Donc tu trouves des moyens de communication, mais Ça communique, mais pas avec la parole. c'est ça. Donc c'est d'avoir des adultes un peu autour de soi pour faire à la fois relais physique, enfin vraiment avoir un peu de temps pour soi, quoi, pour aller prendre l'air et se régénérer un peu. Et à la fois juste pour pouvoir discuter entre adultes, c'est bien aussi. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a une forme de pression à reprendre une sexualité après bébé comme une injonction et en plus, comme tu le disais, aux 6 semaines assez rapidement? Il y en a qui vont reprendre avant, peu importe, mais 6 semaines, c'est quand même peu dans la notion de temps. Pourquoi est-ce qu'on est dans une société qui demande aux femmes d'avoir de recocher cette case, justement? Je viens de te dire parce que le patriarcat, c'est un peu basique, hein, mais ça explique tellement de choses. Enfin, c'est un peu basique. C'est un peu le corps des femmes à disposition. Hein. C'est cette idée que c'est un truc qui a été beaucoup beaucoup répété, hein, et que on peut voir encore dans certains livres sur le postpartum ou sur la sexualité dans le couple, qui sont un peu en mode développement personnel, où il y a des gens et des médecins. Moi, il y avait un pédiatre qui disait qu'il fallait reprendre une sexualité parce que sinon, monsieur allait aller voir ailleurs et puis que ça serait bien de la faute de madame. Ça, pour moi, c'est vraiment, on est dans la caricature de l'injonction sexiste. On est dans la caricature du stéréotype de genre de l'homme qui ne pourrait pas se contrôler, de l'homme qui a des pulsions, de l'homme qui a besoin d'avoir des rapports sexuels, sinon il n'est pas heureux, et de la femme qui doit se donner, qui doit répondre à cette demande, sinon c'est une mauvaise femme. Et vraiment, quand on dit ça, ça paraît... j'ai toujours un peu du mal à dire ça, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, et parce que c'est extrêmement caricatural, mais en même temps, je pense que c'est extrêmement vrai, que ces représentations, elles sont très prégnantes et que on s'en extrait au fur et à mesure, on en parle de plus en plus. Mais enfin voilà, pour s'en extraire, il faut en parler. Il faut juste arriver à reconnaître ça, arriver à reconnaître que si on attend ça des femmes, c'est parce que on enferme les gens dans des stéréotypes de genre et dans cette idée que le corps des femmes est un corps à disposition. Et il a été à disposition pendant 9 mois pour enfanter. Ça a été un utérus. Et une fois que cette fonction est terminée, on s'attend... c'est un peu nier l'humanité des gens, je trouve. Il y a un peu cette idée de... En fait, une femme n'est pas un utérus ou un vagin. Enfin, on est beaucoup ramené à nos organes sexuels. C'est une injonction à reprendre une sexualité... à reprendre du sexe assez rapidement après un événement qui est tellement chamboulant, quoi. C'est un événement de vie majeur, une grossesse et surtout un accouchement. Enfin, surtout, les deux sont des événements de vie majeurs, mais quand on a un nouveau-né dans une maison, il y a quand même beaucoup, beaucoup de choses qui changent et laissons-nous le temps, quoi. Mais pas, enfin voilà, c'est se reconfigurer, se définir en tant que mère. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend de l'espace mental, ça prend du désir, et c'est parfois, enfin voilà, cette idée de sexe à tout prix, hein, après avoir eu un enfant, mais de sexe à tout prix tout court dans le couple. Enfin, c'est un peu pareil. Cette idée que pour être un couple heureux, pour être un couple épanoui, il faut faire du sexe. Je sais pas, j'aime pas trop cette idée-là. En fait, il y a plein de moments dans la vie où on peut avoir envie de faire plein d'autres choses à part du sexe. Et être un couple, c'est pas que faire du sexe. Être un couple, c'est manger ensemble, c'est aller au cinéma, c'est discuter, c'est partager des choses, c'est faire des enfants, c'est partir en voyage, c'est faire plein de choses. Il n'y a pas que le sexe dans la vie. Et il y a des moments où on a notre désir, il peut être tout à fait ailleurs. Il peut être dans notre travail, il peut être dans notre parentalité, dans notre nouveau bébé qui vient d'arriver, et on peut avoir le désir de ne passer que du temps avec lui ou elle pendant un certain moment et de pas vouloir investir le champ du sexe. Et après... Ce qui veut dire que si on reprend une sexualité 9 mois, 1 an plus tard, il n'y a rien de grave. Mais non, il n'y a rien de grave, voilà, tant que ça ne nous fait pas souffrir. Je pense que c'est vraiment le truc qui est... Enfin, pour moi, le message que je dis souvent, c'est que, par contre, c'est pas une question de temps, c'est pas une question de délai de reprise, c'est pas une question de fréquence des rapports sexuels, c'est pas une question de durée.
du rapport sexuel en lui-même, que ce soit après l'accouchement ou pas, de manière générale, mais c'est une question de comment est-ce qu'on le vit nous, et est-ce que c'est satisfaisant pour nous. Et là, pour le coup, par contre, je pense qu'on est deux dans ce genre de relation, et c'est un truc dans lequel il faut pouvoir parler. Et si ça fait souffrir l'un ou l'autre d'être dans une situation où soit il y en a trop, soit il y en a pas assez, soit il y a trop de demandes, ou il n'y a pas assez de demandes, parce que ça peut être difficile aussi pour une personne qui vient d'accoucher, le corps, il a changé. Enfin voilà, entre les vergetures, les seins, la prise de poids qui repart pas immédiatement, etc. Le corps de femme, il change, et par exemple ne pas voir non plus de désir du tout de la part de son partenaire, ça peut être compliqué aussi. C'est-à-dire, je ne suis plus quelqu'un de désirable, je suis plus et du coup, je pense que vraiment l'idée ici, c'est encore une fois d'en parler, de pouvoir dire, voilà, qu'est-ce que toi tu ressens là tout de suite. Est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu n'en as pas envie? Est-ce que si tu n'en as pas envie, c'est parce que tu as autre chose dans la tête, ou si tu n'en as pas envie, c'est parce que tu ne me désires plus, ou si tu n'en as pas envie, c'est parce qu'en fait tu préférerais être ailleurs? Parce que il y a ça aussi, parfois la parentalité, malheureusement, on avait mis plein de choses sous le tapis, et ça fait ressortir des problèmes qui sont beaucoup plus profonds dans le couple. Et il y a aussi des personnes qui disent, mais en fait, si j'ai plus envie de toi ou d'être avec toi, c'est aussi que je préférerais être ailleurs. C'est super difficile, mais il faut pouvoir en parler. Il faut vraiment pouvoir dire, c'est quoi les enjeux là tout de suite dans notre couple, dans notre famille, et si ça ne va pas, et du coup, si ça fait souffrir, de pouvoir appeler à l'aide, entre guillemets, en tout cas pouvoir en parler à quelqu'un d'extérieur. Et moi, je pense que un sexologue ou un sexothérapeute, ça peut faire le taf, que ce soit 3 mois ou 1 an après, parce que parfois, 3 mois après, c'est pas un problème, et 1 an après, c'est un problème, et parfois, c'est l'inverse. On peut se retrouver dans des gros problèmes juste 3 mois après, et prendre ce temps à deux, mais toujours à deux, par contre. C'est pas la faute de quelqu'un. C'est pas parce que la femme, elle veut pas reprendre, ou que l'homme, il voudrait ci, ou il voudrait ça. C'est un truc, c'est une dynamique, je pense qu'il faut faire à deux, et pouvoir en parler à quelqu'un d'extérieur et mettre un petit peu les choses à plat. Si on en a besoin, je pense que c'est important. Qu'il ne faut pas hésiter à dire, là, ça me convient pas, et ça me convient pas que à cause d'une histoire de délai ou de fréquence. Ça me convient pas parce que ça me rend un peu, je sais pas, triste. Enfin voilà, ça me convient pas, donc il faut qu'on en parle. Dans une relation hétéronormée, donc, avec un homme et une femme, pourquoi est-ce que tu penses aussi que les hommes ont dans la tête que il faut reprendre vite? Est-ce que ça aussi, c'est le patriarcat, ou il y a un manque d'éducation aussi envers les hommes? Alors, je pense qu'il y a cette réalité du postpartum, l'après-accouchement, c'est vraiment un truc qui est un non-dit dans notre société pour les hommes et les femmes. Donc voilà, Ilana Weisman vient d'écrire un livre, Ceci notre postpartum. Je pense qu'il faut le lire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas sues ni par les hommes ni par les femmes. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui sont étonnées de tous les bouleversements physiques, psychiques, émotionnels vécus dans l'après-grossesse, quoi, globalement. Et forcément, j'ai envie de dire les hommes aussi. Enfin, je vois pas pourquoi eux, ils seraient au courant, alors que même, parmi les femmes, il y a vraiment une difficulté de transmission, où on a souvent tendance à ne, et bon, je pense que c'est un mécanisme de protection aussi d'une certaine manière, mais à ne se transmettre que le côté positif, à mettre en avant toute la beauté d'avoir fait un enfant, et en taisant les pertes de sang, les seins flasques, la prise de poids, le manque de sommeil, la fatigue extrême, voilà, des choses où parfois je pense que les hommes ont tendance, parce que c'est aussi, encore une fois, des représentations dans notre société, où quand on voit les femmes qui ont accouché, qui remettent leur jean d'avant et qui se baladent avec leur bébé, leur bébé parfait. Je parle dans les représentations, les films, les séries, etc., où j'ai l'impression qu'elles sont comme avant. Et je pense que eux aussi, ils sont imprégnés de ça. Ils se disent, moi, quand ma femme, elle va accoucher, dans 1 mois, 2 mois après, elle sera comme avant. Mais non, elle n'est pas comme avant. Et elle va mettre du temps, et elle va peut-être devenir comme avant, ou peut-être pas. Et en fait, c'est pas grave, on évolue, on change toute notre vie. Et en tout cas, elle a changé dans plein de, encore une fois, dans plein de dimensions, pas que physiquement. C'est pas, et la sexualité, c'est pas que physique, en fait. C'est pas un pénis et un vagin. Il y a quand même beaucoup de choses qui viennent
rentrer dans le sujet. Et du coup, effectivement, si nous-mêmes, en tant que femmes, on a parfois du mal à imaginer, et aussi parce qu'on réagit toutes différemment, il y a aussi cette question de l'individualité. Enfin, il y a des choses globales, il y a la société, voilà, mais aussi on ne vit pas toutes les choses de la même manière. Et ils peuvent pas non plus... leur demander de savoir mieux que nous comment ça va se passer, ça me paraît un peu difficile. C'est vrai, tu as raison. Est-ce que, également, dans vos études, on vous parle de la dimension sexuelle de l'accouchement? Je te dis ça parce que tu sais, j'ai accouché à la maison. Et dans notre préparation pour l'accouchement à la maison, ça, c'est un volet qui est beaucoup abordé sur induire le travail et tout voilà, la sexualité autour de l'accouchement. Est-ce que ça, c'est tabou chez les gynécologues ou on en parle? Ouais. Complètement. Alors moi aussi, c'est des choses que j'ai découvertes en m'intéressant aux accouchements physiologiques, aux accouchements naturels, etc. Dans la formation médicale de gynécologie obstétrique, c'est pas du tout abordé. Je n'ai jamais entendu parler. Je pense que ça rentre pas dans le cadre. Tout simplement, il y a un truc où la gynécologie obstétrique, ça s'est fondé sur en gros, il y a des hommes qui sont arrivés, qui ont mis des femmes, alors que c'était un savoir ancestral, un savoir de femmes, de sages-femmes, de guérisseuses, de sorcières, etc. Et des hommes qui ont arrivé, qui ont dit, bon, mettez-vous dans une table gynécologique, les pieds dans les étriers, et si vous n'arrivez pas à le sortir toute seule, je vais prendre des forceps. Ça s'est fondé comme ça, la gynécologie obstétrique. Donc, le cadre de pensée, le cadre de lecture, il n'est pas celui d'un accouchement physiologique où on va prendre le temps, où on va effectivement pouvoir mettre une dimension, même, là tu parles de dimension sexuelle, mais même une dimension un peu spirituelle, par exemple. L'accouchement à l'hôpital, c'est pas trop l'ambiance, hein, clairement. Du coup, je pense qu'on peut vraiment parler d'un pan entier qui juste n'est même pas... au-delà du fait qu'il n'est pas enseigné, il n'est pas pensé. Ça ne rentre pas dans le cadre de pensée de la gynécologie obstétrique moderne de pouvoir mettre à l'intérieur du plaisir, du désir, de la joie, de la spiritualité. Je pense que ça n'existe pas. Et donc toi, tu l'as découvert, par exemple, les naissances orgasmiques ou ce genre de choses, c'est en t'intéressant toi à ça? Ouais, tout à fait. Ah, c'est tout à fou, fait. Mais en fait, il y a plein de choses. Enfin, c'est pour ça que je disais qu'il y a un moment où mes lectures personnelles et voilà théoriques et féministes sont vraiment venues se croiser avec mon métier. C'est que j'ai vraiment l'impression de m'être tellement auto-formée dans plein de thématiques dont je parle que parfois c'est un peu ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je dis, et notamment dans le livre, par exemple, j'ai l'impression que, voilà, je suis présentée comme une gynécologue qui parle de ça, mais j'ai pas du tout l'impression que ça soit parce que je suis gynécologue que j'en dis ça. J'ai l'impression que je le dis parce que ce sont des sujets qui m'intéressent, et que du coup, je suis allée chercher, et que comme je suis gynécologue obstétricienne, ça a fait un retour. C'est-à-dire que ce que j'ai lu, voilà, ça a fait un retour dans ma pratique et que j'essaye de mettre en résonance. Mais il y a tellement d'auto-formation dans tout ça, et qui est loin d'être fini. Enfin, j'ai encore l'impression qu'il y a qu'il y a un monde à découvrir là-dedans, et moi après il y a une question de pratique aussi. Le fait est que moi je pratique à l'hôpital et je ne fais pas, moi je me suis intéressée à ça parce que déjà ça m'intéresse en théorie, et pour moi j'ai accouché, alors non pas à la maison, mais j'ai accouché sans péridurale aussi pour mon deuxième enfant, et dans une maternité très physiologique, voilà, où j'ai écouté Aya Nakamura pendant tout le travail, et j'ai accouché de manière complètement j'étais surexcitée. Enfin, moi, j'étais sur un versant. J'avais l'impression d'être en soirée, quoi. Je dansais, c'était extrêmement joyeux. J'avais mis de la musique très fort, et voilà, il y avait quelque chose de très très joyeux et très festif à cet accouchement. J'ai très très bien vécu, j'ai adoré. Et donc du coup, pareil. Enfin, tu vois, pour ça, je m'étais moi-même préparée. J'avais lu beaucoup sur plein de choses différentes. Et pour mon premier, c'était dans un truc très différent, mais justement très concentré, etc., d'auto-hypnose, de yoga. Et c'est aussi pour dire que chaque naissance aussi peut être très différente. J'ai eu une première extrêmement calme et une deuxième complètement surexcitée, mais les deux fois, je m'étais beaucoup renseignée, j'avais lu beaucoup sur l'auto-hypnose, sur le yoga prénatal, sur tout ce qui est
Enfin, là, un peu les trucs. Enfin, moi, j'ai beaucoup touché mes bébés pendant les grossesses. C'est un truc qu'on ne nous apprend pas en médecine. C'est, enfin, tu vois, ce truc de mettre les mains sur le ventre, d'essayer de communiquer, etc. Ouais, c'est un truc, notamment avec la deuxième. Enfin, ça s'est très très bien fait. Et voilà, toute cette, il y a plein de choses autour de la grossesse et de l'accouchement que j'ai découvert moi-même parce que j'étais intéressée par le sujet, parce que ça me paraissait important, parce que j'avais envie d'aller explorer ça, quoi. Non, mais ce que ça veut dire, c'est que dans tes confrères, tes consoeurs, si eux-mêmes ne font pas la démarche d'aller s'intéresser à la dimension sexuelle de l'accouchement, de la grossesse, comme tu parles, de la spiritualité et de tout ce qui fait l'accouchement, qui est un acte primaire à la base, ben on se retrouve, et c'est ça, je pense, les doléances qu'on a, nous, les patients, patientes, c'est on se retrouve face à des soignants qui peuvent être froids ou qui comprennent pas l'enjeu du moment et qui le voient avec votre prisme, qui est le prisme de la médecine. Et évidemment, il y a des risques, et évidemment, il y a besoin de vous dans certains cas. Et je pense que ça vient de là, non? Tu ne crois pas, cette déconnexion qu'il peut y avoir entre vous et nous de temps en temps? Bien sûr. Non, si, je pense que la naissance. Déjà, c'est bien de parler de naissance. Enfin, on est toujours sur le prisme de l'accouchement. Là, je parlais de mon accouchement parce que, en fait, un accouchement, c'est pas que l'accouchement d'une femme, c'est la naissance d'un bébé dans une famille. Et ne serait-ce que ça, quand je vois ce que ça a fait le Covid, le confinement, qu'il y a dans certaines maternités des coparents qui ont été interdits de présence à l'accouchement, qui ont été interdits de venir voir les femmes après l'accouchement. Il y a vraiment, enfin, c'est comment est-ce qu'on envisage la naissance aussi. Et du coup, si on envisage la naissance d'un point de vue purement médical, qui est à la fin, il faut qu'il y ait une femme et un bébé qui ne soient pas morts. Bon, effectivement, c'est un enjeu, on peut le dire. C'est important que les gens ne meurent pas à la fin, mais c'est pas le seul. Et si on ne modifie pas un petit peu notre regard et que on prend pas en compte tous les aspects sociaux au sens très large du terme, sociaux, psychologiques, individuels, spirituels, enfin voilà, sociaux au sens large du terme, de l'accouchement, de la naissance, effectivement, on passe à côté de quelque chose, on ne le fait qu'à travers un prisme de médicalisation, et plus que de médicalisation, de pathologisation. C'est-à-dire que, en fait, on ne voit que ce qui ne va pas, on ne voit que la maladie, on ne voit que en termes de s'il y a 2 heures de stagnation, si le col ne s'est pas ouvert plus au bout de 2 heures, ça ne s'ouvre pas, il faut faire une césarienne. Il y a plus que ça, et puis il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Et bon, bref, c'est un vaste champ, hein, qui a à réfléchir. Et je pense que c'est un travail, enfin voilà, qui doit être fait par nous. Enfin, il faut ouvrir à plein de choses de ce côté-là, ça c'est sûr. Et du coup, ça va joindre la question sur les violences obstétricales et gynécologiques. C'est quoi ton regard là-dessus? Est-ce que tu t'es sentie agressée quand c'est sorti ce terme ou pas? Non, enfin, pas du tout. En fait, moi, quand je rappelle du hashtag La paye ton utérus, il me semble que c'était en 2014, où j'étais donc interne en gynécologie obstétrique, et où pendant, je crois qu'il y a eu des milliers de tweets en 24 heures. Enfin, c'était un tsunami, quoi. Enfin, vraiment, moi, je lisais ça et je me disais, mais et en fait, quand il y a tellement de gens qui prennent la parole en même temps, il y a vraiment un truc faut les écouter. Enfin, je sais pas comment ça paraît. Encore une fois, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais moi, j'ai été atterrée. Je les ai lus. Alors, je pense pas que je les ai tous lus parce qu'il y en avait vraiment beaucoup trop. Mais il y avait des choses qui se rejoignaient quand même. Et voilà, je les lisais. Et en fait, il y avait vraiment ce truc de mélange alors, moi, j'ai pas du tout été en colère. J'étais assez triste, par contre. Je me suis dit, on passe vraiment à côté d'un truc. Mais j'ai pas du tout été dans cette mouvance de gynéco-bashing. Oh là là, mais on essaye de faire ce qu'on peut, ils sont méchants avec nous. Non, pas du tout. Je trouve que c'est une réaction complètement infantile. Tu m'as dit un truc méchant, je suis pas content. Non, c'était pas ma réaction, mais par contre, vraiment, ça m'a posé question. Je me suis demandé, ça m'a beaucoup perturbé, posé question. Je me suis dit, mais à côté de quoi on passe? Est-ce que alors ça a été bien parce qu'après, il y a eu cette première libération de la parole qui a été entendue, pas entendue, les réactions que ça a provoquées, etc. Mais en tout cas, ça a mis le sujet dans l'espace public et on a pu en faire autre chose après. Notamment, il y a eu le rapport
du HCE concernant les violences sexistes dans le soin, qui a été, enfin moi qui m'a beaucoup appris. Enfin, je trouve ça hyper intéressant parce que en fait l'idée c'est de dire une fois qu'on a dit ça, effectivement la conclusion, je pense qu'elle ne doit pas non plus être binaire en mode les gynécos sont méchants, au revoir, merci, on va se passer de vous. Voilà, c'est pas ce que les gens disaient, hein, mais parfois les gynécos c'est un peu comme ça qu'ils ont réagi. Vous êtes pas content, on va arrêter. Enfin, on va arrêter, ouais, c'est ça. C'est vraiment un enfant pas content. Donc non, je pense que c'est pas l'enjeu de dire on va arrêter. Mais par contre, voilà, il faut que ça produise quelque chose et qu'on se demande pourquoi. Est-ce qu'on en est arrivé à ce que ces témoignages ils soient aussi où il y en ait tellement, où ils soient aussi présents et où il y en ait tellement qui se recoupent aussi. Et voilà, moi ça m'a interrogée dans plein de domaines, dans le domaine de la formation. Je pense qu'effectivement qu'on en a déjà pas mal parlé, mais qu'il y a il y a beaucoup de lacunes dans la formation initiale et la formation continue des médecins, et que ça doit vraiment, je pense que un des enjeux principaux c'est d'ouvrir la formation à autre chose que de la médecine, et notamment à des sciences humaines. Voilà, moi j'ai fait un master d'histoire et philosophie pendant mon internat de gynécologie obstétrique, et je pense que ça m'a beaucoup apporté de m'intéresser aux sciences humaines, à la sociologie, à la philosophie, à l'histoire, à se rendre compte que les choses elles n'existent pas que dans le domaine scientifique, que la science ça n'existe pas en soi et pour soi, et qu'il n'y a pas un espèce de truc où tu vas vers la vérité, mais que l'exercice médical il fait partie de, je l'ai largement répété, mais il doit faire partie d'une société, et du coup il faut comprendre cette société pour pouvoir exercer, sinon ça n'a pas de sens, parce que tu fais ça a très peu de valeur, je pense, ou de sens. C'est plus la question du sens. Donc du coup déjà je pense ouvrir la formation médicale à des formations en sciences humaines et sociales, ça me paraît extrêmement important. Réfléchir à l'institution aussi, ça me paraît extrêmement important, parce que l'institution, elle est maltraitante aussi, elle est maltraitante avec tout le monde, parce que il y a eu, récemment, on a beaucoup parlé de une femme, une sage-femme dans une salle de naissance. Ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Dans la plupart des maternités, en fait, les sages-femmes, elles doivent s'occuper de 3, 4, 5 femmes qui parfois sont au travail en même temps, donc c'est sûr qu'elles ne peuvent pas se dédoubler, qu'il y a des gardes où on ne mange pas, où on ne boit pas, où on ne pisse pas pendant 24 heures, et que c'est pas normal, et qu'on ne peut pas être quelqu'un d'empathique et d'à l'écoute si soi-même on est rincé. Moi, quand j'étais interne, je me rappelle parfois de consultations à 4 heures du matin aux urgences pour des fausses couches, notamment. C'est interne, on voit beaucoup ça, des fausses couches qui, en soi, c'est difficile. Il faut être là, il faut être présent, il faut être empathique, il faut arriver à soutenir ça. Mais en même temps, quand ça fait 20 heures que tu n'as pas posé ton cul sur une chaise, c'est difficile parfois d'être empathique et d'être à l'écoute. Et il faut le faire. Je dis pas qu'il faut pas le faire, mais n'empêche qu'il y a des choses à réfléchir dans l'institution. Dans les gardes de 24 heures, il y a des choses à réfléchir dans le nombre de personnel, dans la charge de travail. Et voilà, je pense que c'est des réflexions vraiment à plusieurs niveaux, et ça doit pas dédouaner non plus de la responsabilité individuelle, ou aussi, moi, parfois, et c'est pour ça d'écouter, hein, le troisième versant de ça, c'est d'écouter vraiment les concernés. Et moi, il y a surtout, je pense à des témoignages de personnes qui vivent des choses que je ne vis pas. Par exemple, la grossophobie, par exemple le validisme. Moi, je suis pas en situation de handicap, je suis pas en situation d'obésité, et il y a des choses que j'avais jamais réfléchi, que j'avais jamais pensé. Sur l'orientation sexuelle aussi, les lesbiennes. Moi, j'ai beaucoup, se former auprès des gens qui sont concernés et qui font un travail. Je pense notamment aux associations qui font un travail de théorisation de ça, et se dire, mais en fait, nous, ça nous adresse. Il y a des choses, vraiment autour du poids, que j'avais, parce qu'on me les a appris comme ça de manière un peu systématique, que j'avais pas du tout réfléchi, pensé, et que je devais être, il y a des choses où j'étais maltraitante probablement malgré moi, parce que je n'y avais pas pensé, tout simplement. Et donc pour y penser, il faut écouter ce qu'on a à nous dire, et puis se former, et puis que quelqu'un aussi nous dise, mais ça en fait c'est inacceptable pour moi. Ok, moi j'y avais pas pensé, pardon, mais voilà. Et après on fait tous des erreurs, on en fera tous, et je pense que c'est important aussi là-dedans, c'est de rétablir un petit peu le dialogue. Et c'est ça qui a été dommage avec la réaction que j'ai trouvée des professionnels de santé quand il y a eu ces dénonciations des violences gynécologiques obstétricales. C'est si on ferme le dialogue à ce moment-là, effectivement on peut pas avancer, parce que nous, il faut qu'on se remette en question avec toutes les choses que je viens de dire sur notamment l'institution, la formation et l'écoute de la parole des gens, mais aussi, ça veut dire que nous aussi communiquer sur le fait qu'on est des êtres humains, qu'on peut se tromper, qu'on peut faire des choses mal, et
sans vouloir et s'en rendre compte, et qu'on peut entendre aussi la critique. Enfin, il y a aussi un truc il faut arriver, je pense, aussi un petit peu à rétablir la communication sur ces sujets-là avec les gens. Et moi, ça m'est arrivé qu'il y ait des patientes qui me disent a posteriori, mais en fait, ça, ce que vous avez fait, je l'ai mal vécu, parce que pour des raisons diverses et variées. Et c'est important de pouvoir qu'elles le disent, que moi je l'entende, que j'essaye de comprendre pourquoi est-ce que j'ai pu avoir une attitude qui était comme ci ou comme ça, et qu'elles puissent comprendre aussi pourquoi peut-être moi j'ai pensé que là, à ce moment-là, c'était le mieux qu'il y avait à faire, mais ça l'était pas pour elles. Et que je suis aussi un être humain et que je suis aussi faillible, et que voilà, que les gens ne sont pas des machines, mais nous non plus, et parfois on réagit mal, et on réagit pas de la manière adaptée, on réagit pas forcément de la manière que la personne attend. Parfois c'est difficile de savoir ce que la personne attend aussi. Bref, nuancer un petit peu le débat, quoi. Le complexifier plutôt que le caricaturer. Du coup, j'ai une dernière question. Est-ce que tu penses qu'on va dans le bon sens, ou c'est difficile de défaire tout ça? Je pense que je suis profondément optimiste. Donc, et voilà, dans le livre, c'est marrant parce qu'on me disait récemment, je pense qu'il y a vraiment ce truc dans le livre, c'est qu'il peut y avoir beaucoup à la base, ce qui me fait parler, ce qui fait bouger, c'est souvent des trucs des réactions un peu de colère, de violence, de choses, de dire, mais en fait, ça, c'est pas normal. Il y a des trucs qui rendent dingue, où tu te dis, mais non, ça, c'est pas normal. Moi, je veux pas vivre dans ce monde-là, je veux pas ça, je veux pas. Et que parfois, ce qui fait rentrer un petit peu dans la lutte au sens large, c'est la colère. Et en même temps, je trouve que quand on peut un peu expérimenter, justement, de faire des choses, d'agir vraiment, d'être dans ce truc d'écrire, de parler, de communiquer, de faire de ces sujets des sujets de société dans lesquels on partage et on essaye d'avancer ensemble, et on essaye de mettre les choses sur la table, et enfin voilà, expérimenter un petit peu cette capacité d'agir, quoi, ce truc de dire, mais en fait, on peut avoir un impact, nous, individualité. J'ai envie de croire, en tout cas, qu'on peut avoir un impact sur la société, et qu'il y a vraiment un truc d'aller-retour, c'est-à-dire que nous, on essaye de faire des choses, on essaye de faire bouger les choses, et on les fait aussi parce que la société, elle change, et il y a plein de choses qui se passent en ce moment, parce que en ce moment, il y a beaucoup de libération de la parole, notamment dans ce qu'on vient de parler. Il y a beaucoup de libération de la parole dans plein de sujets, et il y a des sujets dont on ne pouvait pas parler il y a 10 ans, qui étaient complètement verrouillés, et aujourd'hui, il y a des choses qui dans la société sont plus, on peut en parler, on peut le mettre dans l'espace public, et ça vient du coup alimenter aussi nos propres manières de faire, et que voilà, c'est quelque chose qui se répond à l'échelle individuelle et collective, et que ça sera pas la révolution demain. Enfin, je pense pas que ça sera, c'est pas mon point de vue, je pense pas que ça sera la révolution demain, je pense pas que le patriarcat va être aboli demain, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai envie de dire, en attendant, on continue, quoi. Voilà, et là, c'est ce qu'on fait aussi, on en parle, on essaye d'en parler aux gens, on essaye de toucher des gens, on essaye que chaque parole puisse avoir sa voix au chapitre, en fait, que chaque parole est importante, et que chaque parole mérite d'être entendue, et d'amplifier ses voix, et de dire, on essaie, on laisse pas tomber, on essaie de faire changer le monde, et peut-être que ça va, à force, au fur et à mesure, à force de faire des petits ajustements et de réfléchir et de repenser, on peut réellement avancer ensemble. Merci beaucoup, Laura. Ou je devrais dire docteur Laura Berlingot. Je suis pas que docteur, c'est une partie de mon identité, c'est pas tout. Merci beaucoup pour cet échange hyper instructif. C'était Laura Berlingot, gynécologue obstétricienne et autrice du livre Une sexualité à soi. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux via le compte La Matrescence. À la semaine prochaine, prenez soin de vous.